Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire le débrief, le top et flop du Het Nieuwsblad 2021. Première grande classique flandrienne de la saison, du côté de la Belgique bien entendu. Alors n'hésitez pas dès à présent à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à mettre un pouce bleu et à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel coureur vous avez apprécié dans cette course et quel coureur vous a extrêmement déçu, puis me dire un petit peu le français ou le coureur dans une équipe française qui vous a le plus intéressé de mettre votre bleu en avant. On va faire le débrief de cette classique flandrienne où on s'est retrouvé quand même avec un énorme peloton dans le final. La course n'a pas réussi à se décanter. Alors certes, il manquait Mathieu Van Der Poel et ils vont impliquer Wout van Aert, mais la course n'a jamais réussi à se décanter, parce que j'ai trouvé ça de manière assez surprenante. On a eu une course, presque trop calme pour une flandrienne, c'est-à-dire que jusqu'à 45 km de l'arrivée, il se passait pas grand-chose. Et heureusement, après, ça s'est un peu accéléré avec Julian Alaphilippe et avec Matteo Trentin également. Dans un premier temps qui a fait une grosse accélération. Allez, tout de suite, on passe au bilan des Bleus. Je rappelle que le bilan des Bleus, c'est soit des coureurs français dans des équipes étrangères, soit des coureurs étrangers dans des équipes françaises, et bien entendu les Français dans des équipes françaises également. On va réussir à s'en sortir avec cette phrase qui était quand même mal embarquée. Moi je commence du côté des Bleus avec Jack Stewart qui prend la deuxième place. Très beau sprint de la part de Jack Stewart qui a fait du très bon travail. En plus c'est un coureur qui est encore très jeune. C'était peut-être même sa première grande classique flandrienne, parce que j'ai pas souvenir l'année dernière qu'il ait fait des classiques flandriennes. Jack Stewart qui est jeune, je crois qu'il a 23 ans, le coureur de la Groupama FDJ. Très bon travail de sa part dans le final. Ils sont quand même pas mal cachés aujourd'hui, la Groupama FDJ, parce que dans le final, on les voit quasiment pas. On les voit assez peu dans les 10 derniers kilomètres. À un moment, il y a Stefan Kuk qui remonte Jack Stewart, mais ils étaient toujours placés, mais pas aux avant-postes. Ils étaient toujours un petit peu dans le second rideau. Et c'est vrai que sur un sprint comme ça, dans un groupe, on va dire de 45-50 coureurs, tu as des capacités de remonter aux 3 km. Donc c'est pas la peine de se retrouver devant à 7 ou 8 km de l'arrivée, parce que tu vas consommer de l'énergie pour pas grand chose. Par contre, il faut être devant dans les 3 derniers kilomètres, et Jack Stewart l'a bien compris. Il a extrêmement bien pris les 2 derniers virages aussi, il faut le signaler. Mais la Groupama a été très intelligent dans sa manière de courir. À un moment, il se retrouve dans le fameux 3e groupe, dans le peloton. C'est-à-dire que vous aviez un premier échelon avec Julian Alaphilippe, vous avez un deuxième échelon avec un groupe d'une dizaine de coureurs, dont Greg Van Avermaet, et vous avez le peloton. Ils se retrouvent dans le peloton. Ils ont laissé faire Bora et Lotto, alors qu'ils étaient absolument pas obligés de le faire. Ils auraient pu rouler, parce que je pense que Stefan Kung aujourd'hui a quand même montré des belles choses sur les classiques, sur les courses comme ça, un petit peu difficiles. Et ils ont laissé faire les autres, et ce qui fait qu'ils se sont fait ramener. Et ensuite, ils ont fait du bon travail. Ils ont été intelligents en termes de tactique. Et je trouve que Jack Stewart a bien conclu une bonne journée de la part de la Groupama. On sent que la forme n'est pas encore totalement là, mais s'ils ont la même intelligence tactique sur les autres classiques flandriennes, ils vont peut-être devenir une équipe difficile à battre. Je continue avec Julian Alaphilippe, qui a été excellent. Encore aujourd'hui, Julian Alaphilippe du côté de la De Koning Quick-Step. Alors la De Koning a fait du très grand travail, mais on reviendra là-dessus peut-être un peu plus en profondeur du côté des tops quand on parlera de Davide Ballerini. Mais Alaphilippe a été excellent aujourd'hui. Il a montré qu'il avait des bonnes jambes, que ça marchait plutôt pas trop mal pour lui. Il avait fait le Tour de la Provence une dizaine de jours auparavant, mais des fois on a des doutes sur ses capacités physiques. Sur le Tour de la Provence, il y a 2 semaines, il y a une ou 2 étapes où il n'était pas sûr encore de lui. Là, il a montré qu'il était en forme. Moi, je l'ai trouvé excellent sur les pavés. Il a mieux passé les pavés que sur le dernier Tour des Flandres. Sur le dernier Tour des Flandres, il avait tendance parfois à se mettre en danseuse. Là, il a passé les côtes sans se mettre en danseuse. Après, dans le final, on va dire qu'il finit loin. Je sais plus, il finit 45e ou un truc comme ça aujourd'hui.
Mais vu les efforts qu'il avait fait auparavant, c'est totalement compréhensible. Il finit 57e, voilà, à 40 secondes, mais il avait fait beaucoup d'efforts dans la journée. Je trouve que voilà, il a fait une très belle journée, du très bon travail. Pas grand chose d'autre à dire de la part de Julien Alaphilippe, à part qu'il a montré qu'il faudra compter sur lui dans les prochaines courses pavées parce que il sera forcément très très fort. On notera également du côté de Deceuninck que la belle 7ème place de Florian Sénéchal. Pas dans le premier groupe. Florian Sénéchal il était dans le peloton, mais quand c'est revenu, il a fait le travail, il a fait le job. Florian Sénéchal qui a presque fait un moins bon sprint que sur la Classica Almeria, mais voilà, c'était un peu plus technique aussi. Et puis il devait emmener Davide Ballerini et il a fait un énorme travail pour emmener Davide Ballerini dans le dernier kilomètre parce qu'il roule pendant très très longtemps. Florian Sénéchal, il montre et confirme que c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Mardi, il défendra son titre sur le Samin. Je pense qu'on parlera de cette course mercredi. Donc ça sera quelque chose d'important pour Florian Sénéchal de défendre son titre sur une classique qui est un petit peu moins forte en termes de starting list que les autres classiques flandriennes. C'est un peu le parent pauvre, on va dire, des classiques flandriennes. C'est la plus française même des classiques belges. Le Samin, il faut savoir qu'une grande partie du parcours se déroule en France. On continue après Florian Sénéchal avec un troisième top, c'est Christophe Laporte, le coureur de la Cofidis. Très bonne journée de Christophe Laporte qui lui a réussi à sortir avec Trentin, avec Alaphilippe, avec Greg Van Avermaet dans la première attaque. Et puis ensuite, je le trouvais plutôt très bien au niveau des jambes, dans les montées, dans le Bosberg, j'ai trouvé très fort. Très bien placé. Dommage pour lui, c'est que c'est revenu de derrière et à un moment il est gêné par la chute qui arrive à 3-4 km de l'arrivée et ensuite il a jamais réussi à remonter à ce moment-là parce que tout le monde était déjà à sa place. C'est un petit peu dommage que la fin de journée capote un petit peu, mais du côté de Christophe Laporte, il a vraiment fait une très 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 belle journée. Il est en forme, Christophe Laporte. Je sais que je l'avais mis parmi les coureurs que j'attendais en 2021 quand j'avais parlé de la Cofidis dans la présentation des équipes pour la saison 2021. Et je sais que certains commentaires m'avaient dit que eux, ils n'attendaient pas grand-chose de Christophe Laporte puisqu'ils l'avaient trouvé pas excellent l'année dernière. Moi, je leur avais dit il était peut-être pas excellent l'année dernière parce qu'on lui laissait assez rarement les clés du camion. Et là, on lui a laissé, que ça soit à l'étoile de Bessèges ou encore là, les clés du camion. L'étoile de Bessèges, victoire sur la première étape dans une arrivée en côte pas facile. Et là, il fait 13e et s'il n'avait pas eu ces problèmes-là, il était en capacité de faire top 5, très clairement. Donc je pense qu'il va falloir compter sur Christophe Laporte qui, je trouve, grimpe de mieux en mieux les difficultés. Vous savez que c'était un coureur qui était très puissant, qui n'était pas mauvais au niveau du contre-la-montre, mais là, il a montré qu'il grimpait également pas mal. Donc c'est un coureur qui devient de plus en plus complet. Et il va falloir se méfier du français de la Cofidis. On passe au flop du côté des Bleus. Bon, bien entendu, vous le savez, c'est dans mon contrat, il faut que je dise du mal de Total Direct Energy. La majorité de l'équipe Total Direct Energy, sauf Anthony Turgis. Alors, c'était avec Landy Manchet du je sais plus comment c'est le nom de cette personne sur YouTube. Et puis, je vais pas le remettre, sinon ça va faire un peu bugger mon ordinateur. Mais on m'avait dit dans les commentaires quel est ton pronostic pour la course du côté de Total Direct Energy. J'avais mis en rigolant Damien Godin. À part Anthony Turgis, il s'est pas passé grand chose dans cette équipe. Niki Terpstra, encore inexistant. Boisson-Hagen, inexistant. Alors, j'adore les commentateurs qui disent oui, mais parce qu'il a eu une chute. La chute, c'était quand même il y a 2 semaines. Et si t'es pas en forme, ne viens pas sur une classique flandrienne. C'est-à-dire, ne viens pas. Si c'est juste pour faire le nombre. Et puis, après, derrière, Damien Godin, Adrien Petit, maintenant sont devenus des équipiers, je crois très clairement.
Chris le laisse a abandonné assez tôt aussi. La fameuse pépite d'Ineos, pour le moment, on l'a toujours pas vue, mais peut-être qu'on aura une confirmation un jour. Non, je trouve que Total Direct Energy, heureusement qu'il y a Turgis, et encore Turgis a la chance de se faire ramener par la Lotto et par Bora, parce que sinon ça aurait été compliqué. Et de toute manière, même le sprint d'Anthony Turgis, c'est pas incroyable, parce que Turgis, c'est... Enfin, s'il n'y a pas la place de passer, c'est pas un sprinter, c'est pas un casse-cou. Donc c'est pas le mec qui frotte le mieux au monde, Anthony Turgis. Et bon, de toute manière, il s'est retrouvé très seul. Donc c'est vrai que la Total Direct Energy, quand tu vois la formation sur le papier et que tu vois la performance sur le terrain, tu te dis, bon, il y a quand même une couille dans le potage. C'est un peu triste du côté de cette formation. Je continue avec AG2R du côté des Français. Pourquoi je mets AG2R un petit peu en flop? Parce que j'ai trouvé que cette équipe n'avait pas maîtrisé la course. Elle aurait dû mieux maîtriser que ça la course. Alors il y a eu un très grand grade Van Avermaet, ça c'est clair et net. Damien Touzé n'a pas été mauvais non plus, lui qui est un ancien de la Cofidis. J'ai vu également Nezen, c'était un peu plus compliqué parce qu'il était dans le mauvais coup aussi et pas forcément très très bien placé à un moment. Alors certes, en résultat d'ensemble, on a 3 dans le premier groupe. Il y a même Laurence Nessen, donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Mais après, ils n'ont pas maîtrisé leur sujet. C'est-à-dire que, en fait, le résultat est bon, mais la manière de faire ne me convient pas, en fait. Donc j'espère qu'il y aura un peu plus de maîtrise stratégique et technique dans les prochaines courses du côté des G2R, parce que là, j'ai trouvé que c'était un petit peu limite de ce côté-là. Attaque de Marlou! On passe aux coureurs au top, et du côté des coureurs au top, on va commencer avec Davide Ballerini, le coureur italien. Que dire, il a fait le job du côté du sprint, il a été très très bon, il était déjà très très fort dans les bosses pavés. Qu'est-ce que j'avais dit autour de la Provence déjà? J'avais dit ça sera certainement un grand sur les classiques pavés. Je crois qu'on a déjà un début de confirmation aujourd'hui. Je ne me suis donc pas trompé, je me lance des fleurs de temps en temps comme ça. Mais Ballerini, il a fait vraiment du grand travail. Bon, il a bien conclu le travail d'équipe qu'avait fait la De Koninck, parce que la De Koninck a couru à la perfection, je dirais, à part Yves Lampart, qui certes est tombé à un moment. Je crois qu'il y a eu un problème technique également pour Yves Lampart, qui a dû faire un gros effort pour revenir, qui n'a pas forcément eu une course facile. Sinon, l'équipe a maîtrisé totalement son sujet, que ça soit Alaphilippe, que ça soit Ballerini, que ça soit Sénéchal, du côté de De Koninck. Bon, ils ont été au top, quoi, hein. Il n'y a pas d'erreur de leur part. Je crois qu'il faut le souligner. C'est une équipe qui maîtrise tout le temps les courses pavées, qui surprend quand même d'année en année, parce que bon, ça fait depuis quasiment 25 ans que Patrick Lefebvre et ses équipes arrivent à maîtriser les courses pavées, hein. Ça fait depuis 95 quasiment, donc c'est fort de leur part, quoi. Chaque année, on se demande mais qui va les battre, et ils sont de plus en plus forts, je dirais, en termes de maîtrise technique et stratégique. Là, ils étaient imbattables, quoi. Aujourd'hui, de toute manière, soit ils gagnaient au sprint avec Ballerini, ils avaient encore un deuxième choix avec Sénéchal, soit ils gagnaient en attaquant, en partant de loin avec Julien Alaphilippe. C'est assez surprenant de voir la maîtrise qu'ils ont et le nombre de cartes qu'ils peuvent abattre en course. C'est vrai que sur des courses pavées, il faut avoir le plus de cartes possible. C'est bien quand tu as 2-3 leaders potentiels, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements, et là ils ont été extrêmement forts. Et en plus, les leaders n'hésitent pas à se mettre au service d'un autre coureur. C'est-à-dire qu'Alaphilippe ou Sénéchal n'ont pas hésité à se mettre au service de Ballerini quand la stratégie de course n'était plus forcément à leur avantage. Et moi, ça dénote également d'un très bon état d'esprit dans cette formation. On continue avec... moi, j'ai mis Henry Schausler. Pourquoi? Parce que 4e place d'Henry Schausler aujourd'hui. Du côté de la Bahreïn Victorious, il a profité également du regroupement général, Henry Schausler, mais ça faisait depuis très très longtemps qu'on l'avait pas vu sur un podium. Son dernier podium sur une course, sur une étape, c'était l'année dernière au Saudi Tour, sur la première épreuve, la première étape. Je rappelle, ça fait quand même depuis 6 ans qu'il n'a pas gagné une course à Osler. Donc c'est vrai que pour moi, il était un petit peu, je vais pas dire mort, mais quasiment.
Henry Schausler, et là, il a montré que sur une course pavée, il était encore en capacité de faire du bon travail. Et il a été emmené par un de ses équipiers. J'ai pas noté qui c'était. C'était Marco Haller, voilà, qui l'a. Alors, je sais pas s'il devait emmener Marco Haller ou si Marco Haller l'a emmené. Parce que Marco Haller a aussi une bonne pointe de vitesse, il faut le savoir. Mais bon, c'est bien parce que Henry Schausler, c'est quand même un coureur qui. Quand on l'a découvert, c'était la préhistoire de Sagan quasiment. C'est le premier coureur qui était à la fois sprinter et très bon grimpeur. Avant, les bons grimpeurs, on parlait de Torusoft chez les sprinters. Chez Osler, il a franchi un cap quand il a surtout gagné son étape sur le Tour de France. Mais on a dit, tiens, les sprinters peuvent également passer les côtes. Et si ensuite on a pris Sagan, et si maintenant vous avez des coureurs comme Davide Ballerini, c'est parce qu'il y a eu un Henry Schausler aussi à un moment. Donc il faut souligner cette chose-là. Je continue avec Trentin. Pourquoi ? Parce que quand il est parti à 45 bornes de l'arrivée, il a montré qu'il était très 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 en forme, Trentin. Après, il prend la 8e place aujourd'hui. C'est pas lui qui devait faire le sprint. Normalement, c'était Alexander Kristoff, mais qui a eu un problème technique dans le final. Donc voilà, bonne journée quand même de Matteo Trentin. Je trouve que il y a beaucoup de très bonnes choses à retenir pour l'Italien, qui avait été un petit peu moyen là sur son début de saison, qui n'avait pas été incroyable. Et là, il a montré que voilà, il était prêt pour les classiques flandriennes. Quand il part dans la difficulté, il a fait mal à tout le monde, même à la Philippe était obligé de forcer un petit peu. Donc c'est vraiment un bon travail de sa part. Et puis je termine également avec la Movistar. Pourquoi la Movistar ? Parce que c'est assez rare que l'équipe espagnole soit en forme dans ces courses-là, et que la Movistar a quand même réussi à placer 3 coureurs dans le premier groupe. C'est donc la 11e place d'Ivan Garcia Cortina, qui a presque été décevant aujourd'hui. On a également Gonzalo Serrano, 21e, et puis surtout, très belle course de Johan Jacobs, ce jeune Suisse qui a été très performant sur Paris Tour Espoir en 2019, et qui a montré vraiment de très très belles choses. Il était dans le premier groupe, Johan Jacobs, dans le groupe Greg Van Avermaet et autres. Donc il a fait vraiment du très très bon travail. L'année dernière, il avait fait 16e de Gand-Wevelgem. 4e du classement de la montagne du Tour de la Provence l'année dernière, donc pas incroyable. Et là, cette année, il a vraiment montré de très très belles choses. Il est sous contrat avec Movistar jusqu'en 2023, donc c'est vraiment une bonne recrue qu'a fait Movistar avec ce jeune coureur suisse qui a fait du très très bon travail. Et c'est vrai que dans cette équipe où on veut quand même améliorer ses performances dans le sprint et dans ce type de course, eh bien c'est un bon choix d'avoir pris ce coureur suisse. On va passer rapidement au flop. Je vais commencer avec la Trek. La Trek, aucun coureur dans le premier groupe. C'est la seule formation, j'ai l'impression, qui s'est retrouvé dans cette situation-là. Mats Pedersen a été inexistant. Il est quand même toujours pas à son poids de forme, Mats Pedersen. Donc un petit peu compliqué. Je l'ai trouvé pas hyper fit. Et puis dans cette équipe, en fait, personne n'a été au niveau, quoi. Il faut le dire, personne n'a été au niveau, que ça soit Edward Tuns, pas là non plus. Jasper Stuyven, 83e, c'est pas normal non plus. C'est Alex Kirch qui finit premier coureur de cette équipe à 2,44, 63e. Quand on a eu une course aussi peu... ça n'a pas couru non plus à 45 de moyenne pendant toute la journée aujourd'hui. On pouvait se dire quand même, cette formation, elle était en capacité de faire des bonnes choses, et elle a été assez inexistante, donc c'est pour ça que je suis assez déçu. Je continue avec Ineos, parce que Ineos au final, c'est quand même la grosse déception du premier groupe. Ineos, ils étaient surreprésentés dans ce premier groupe, c'est-à-dire qu'il y avait donc Ethan Eters, Pidcock, Moscon, Narvaez et Owen Doul. Ethan Eters est tombé, mais au final 22e, donc décevant. Ils n'ont jamais réussi à s'entendre sur qui devait lancer le sprint à qui, contrairement à la De Koninck. Et c'est là où on voit que cette formation veut changer sa manière de courir en étant beaucoup plus offensif. Mais derrière, il faut quand même que les directeurs sportifs veulent laisser beaucoup plus faire les coureurs. Mais à un moment, il faut aussi que les directeurs sportifs disent « Ok les mecs, mais il y a un moment, il y a un leader dans cette formation. » Et là, on n'avait pas de leader. C'est-à-dire que Gianni Moscon attaquait de son côté, Thomas Pidcock aussi. À un moment, on pensait qu'ils allaient rouler pour Owen Doul, mais à un moment, on pensait que ça allait être pour Narvaez.
Narvaez qui a quand même fait une belle course, un 39e pour une première classique flandrienne, c'est vraiment bien, mais bon, quand t'as autant de coureurs dans le final, c'est pas normal qu'il y en ait aucun qui soit dans le top 10, surtout dans un sprint où il n'y avait que 50 coureurs, enfin 60 coureurs, donc c'est décevant je trouve de la part de cette formation. Et puis on termine aussi avec le team DSM qui n'a jamais eu une emprise sur la course. Alors par contre, du côté du team DSM, j'ai bien aimé la course de Romain Bardet. Je trouve que Romain Bardet roule très très bien sur les pavés. Je l'avais dit déjà l'année dernière sur le Tour des Flandres, où j'avais trouvé qu'il avait fait une très très belle course. C'était déjà le cas l'année où Degenkolb remporte l'étape sur le Tour de France, l'étape des pavés, où il avait enchaîné les crevaisons. Il était tout le temps revenu. Donc il faut aussi le signaler de ce côté-là. Alors certes, il y avait du vent de face ce jour-là, mais ça montre quand même quelqu'un qui sait y faire un petit peu sur les pavés. Voilà, il finit 62e à 2,44. Et par contre, Craig Anderson et Tige Bennett, on les a pas vus de la journée. Alors, ils sont dans le premier groupe, certes, mais on les a pas vus de la journée. Et puis il y a quand même, que ça soit Pedersen, Niklas Merckx et Zacha Sutterlin également qui ont abandonné. Donc c'est un petit peu décevant dans cette formation. On attendait peut-être, enfin moi j'attendais un peu mieux du team DSM. Je suis un petit peu déçu de ce côté-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mayock Production. Ciao ciao.